Louis Marette. Véronique Ponce. Nous allons vous présenter l'épopée ariégeoise d'André Trigano. Avec Univisuel pour le projet des personnalités ariégeoises. Bonjour à tous, donc bienvenue dans un nouvel épisode de Personnalité ariégeoise. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier car on va s'intéresser à monsieur André Trigano. On va s'intéresser à son parcours. Il a connu la guerre, la déportation, les camps. Il a relancé le tourisme français, régné sur le monde du camping-car, puis à 68 ans, il est devenu maire. Aujourd'hui, on vous raconte la vie d'André Trigano avec des intervenants, notamment en première partie, monsieur le maire de Mazères, Louis Marette. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mais ma foi, fort bien. Fort bien? Oui, tout à fait. Alors, vous avez connu André Trigano? Alors, j'ai connu André Trigano à plusieurs séquences de sa vie. Je l'ai connu en tant qu'enfant, parce que je suis né en 1936, à la Libération, j'avais 9 ans. Et ma foi, je circulais entre ma grand-mère, qui était avenue Maréchal Foch, et la place de l'église, où mon père était commerçant. À Mazères? À Mazères. Je suis né à Mazères, dans la maison familiale qui touche le chalet Pasteur. Voilà. Donc je suis né au cœur de Mazères. Est-ce que vous vous rappelez la première fois, votre première rencontre avec monsieur André Trigano? En fait, c'est à la Libération, en 1945. Il faisait partie des maquisards qui ont libéré Mazères, mais bon, libérer Mazères, c'est un bien grand mot, il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu. La libération de Mazères, c'est de venir voir le maire, qui était le maire pétainiste, qui était en place, et lui dire partez et on vous remplace. C'est comme ça que s'est passée la libération, avec quelques arrestations. Bon, on en reparlera peut-être. Mais moi, en passant, c'est la première fois que j'ai vu André Trigano. C'était en 1945, voilà. Bon, après... Quel âge il avait à cette époque-là? Ah ben, il avait 25 ans, ou 25 ans. Hein. Il s'est marié un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse d'André Trigano? Tout à fait. Alors, la jeunesse d'André Trigano, les Trigano, ce sont des juifs, hein, qui avaient une usine de bâches dans la région parisienne. Et Raymond Trigano, le père Trigano, avait 3 fils, et je ne sais plus si c'est 3 ou 4 filles, voilà. Donc c'était une famille quand même assez nombreuse. Parmi ces 3 fils, il y avait l'aîné, c'était Gilbert Trigano, le patron du Club Med jusqu'à sa mort pratiquement. Et le second, c'était André Trigano, et il y avait un 3e frère, mais qui est mort jeune, mais qui était là au moment où les Trigano sont venus s'implanter, se cacher à Mazères. Voilà. Se cacher à Mazères. Alors si on prend l'histoire depuis le début, ils sont parisiens. Ils sont parisiens. Disons, ils ont fait une première tentative, quand ils ont senti que ça allait mal à Paris, ils ont fait une première tentative de venir sur l'Andorre. D'accord. Et ils sont allés sur l'Andorre, mais ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y avait quand même des Allemands. D'accord. Première tentative qui a échoué. Qui n'a pas échoué, mais qui n'a pas abouti. Sur laquelle il n'a pas donné suite, parce que l'Andorre, c'était à la fois Franco, c'était à la fois les Allemands. Ils ne se sont pas trouvés très bien en Andorre. Ils n'ont pas donné suite à cette première tentative. Ils sont vraiment partis, au moins de la rafle du Veldiv. Parce que le père Trigano a senti vraiment le mauvais temps pour les Juifs à Paris. Et donc là, ils ont pris les écus dans un sac et ils sont partis. Ils ne sont pas partis tous ensemble. Ils ont fait 3 groupes. D'accord. En se disant, s'il y en a un qui se fait prendre par les Boches, les 2 autres survivront. Donc ils ont divisé la famille? Ils ont divisé la famille en 3. Ils sont partis de Paris par 3 itinéraires différents. Le premier par Bordeaux, le deuxième par Limoges, tout droit, et le troisième par Lyon, par l'autre côté. Ils s'étaient donné rendez-vous à la gare Matabio à Toulouse. Il y en avait qui étaient partis par train, il y en avait, etc. Je ne connais pas le détail de... Bien sûr. C'était en quelle année ça? C'était en 41. 41. Et donc, de là, ils ont chacun pris un itinéraire différent. Est-ce qu'ils ont réussi à se retrouver à la gare Matabio? Ils se sont retrouvés à la gare Matabio, alors pas le même jour, ils ont eu des peurs, comme on dit, mais finalement, ils se sont retrouvés, ils ont
une obsession, c'est se mettre le plus loin possible des Allemands. Donc ils sont descendus jusqu'à Axel-Terme. D'accord. Ils ont résidé quelques temps à Axel-Terme, et ils se sont rendus compte qu'Axel-Terme, c'était une ville frontière avec l'Espagne, qui avait beaucoup d'Allemands sur cette frontière. Donc du coup, ils ont dit il faut qu'on remonte un petit peu. Donc ils sont passés parfois, ils ont cherché. Ils sont allés à la mairie de Foix savoir si on accueillait les étrangers. On leur a dit qu'il n'y avait pas de place. Ils sont allés à Pamiers, on leur a dit qu'il n'y a pas de place. Et ils sont arrivés à Mazères. Ils ne connaissaient pas du tout Mazères. Ils sont arrivés à Mazères, et le secrétaire de mairie de Mazères, qui s'appelait Jean Lacoste, les a regardés, leur a dit ici les étrangers sont les bienvenus. Ça, c'est ce que dit André dans son livre. Hein. Les étrangers sont les bienvenus, et pour simplifier, ma foi, à partir de là, ils leur ont trouvé une habitation, et les Mazériens les ont abrités. Et ils étaient en particulier dans une rue qui s'appelle la rue Raymond Trigano, où ils devaient avoir un logement dans cette rue-là, puisqu'on a nommé cette rue du nom du père d'André Trigano. D'accord. Et donc les Mazériens les ont acceptés à Mazères. Ils les ont cachés. Ils les ont même cachés. Bien sûr. C'était risqué à l'époque. Oui, c'était risqué. Moi, j'ai quelques... Il y avait à Mazères, comme partout ailleurs, il y avait des collabos. Hein. Bon, pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait des collabos. Au départ, je pense que ça s'est fait un peu dans le secret quand même. Hein. On vivait bien à Mazères pendant l'occupation, bien toute proportion gardée. Moi, j'avais 9 ans, 8 ans, 9 ans. Non, on n'était pas en zone occupée. On n'était pas dans un premier temps en zone occupée. Vous aviez une zone occupée qui passait par Limoges, je ne sais plus trop. Donc on restait en zone libre. On était en zone libre. Mais en deuxième partie, les Allemands ont supprimé la zone libre, et toute la France était occupée. Bon, mais ça, c'est la guerre. Moi, je sais pas. À un certain moment, les Allemands étaient partout. Bien sûr. Donc moi, j'ai connu les Allemands sur la place de l'église pendant presque un mois, en hiver, en décembre, il y avait de la neige. Que faisaient-ils? Ils se cachaient donc à Mazères. Quel était leur quotidien à la famille? Leur quotidien, il a été très, très mouvementé. Ils avaient des fausses plaques, carte d'identité. D'ailleurs, c'est lui qui les faisait. Et donc, ils n'étaient pas considérés comme juifs, hein, attention. Sinon, les gendarmes les auraient attrapés et les auraient embarqués. Ils étaient, Trigano, bons français. Avec leur carte d'identité sans l'étoile juive, bien sûr. Bon, parce que chaque fois qu'il a été arrêté, c'est comme ça. C'est qu'il avait une carte d'identité falsifiée, mais française. Est-ce que cette jeunesse l'a forgé pour devenir ce qu'il est devenu par la suite? Il a évité la mort plusieurs fois, parce qu'il est tombé 2 ou 3 fois, où les Allemands ou les collaborateurs l'avaient arrêté. Il a échappé 2 ou 3 fois à la mort. À la mort, oui. Comment ils ont réussi donc à s'intégrer à la vie de Mazères? Alors, ils ont cherché à travailler. Bon, André Trigano, il l'explique. Il a travaillé un temps à l'usine de Pamiers, qui travaillait pour les Boches d'ailleurs, à l'époque, parce qu'on imposait aux dirigeants de fabriquer des obus, des chars, c'est des forgerons à Pamiers. Ça a toujours été une grosse usine. Vous parlez de l'usine L'usine de Pamiers. Aubert et Duval. Aubert et Duval, oui. On est bien d'accord. Ça ne s'appelait pas Aubert et Duval. À l'époque, non. Voilà, mais ils ont travaillé là. Ouais. Il s'est fait virer, lui, parce qu'il était nul en matière de trucs. Et après, il a travaillé, et là, il a été excellent. Il a travaillé dans un atelier qui fabriquait la chaise paillée. Les hommes fabriquaient le bois, et les femmes à la maison, faisaient l'assise. Elles faisaient le truc. Et c'était une entreprise très florissante. D'ailleurs, nous, on a pas mal de chaises paillées, encore à la mairie. Cette époque. Donc voilà. Pour la chaise paillée, par exemple, ça c'est un trait du caractère d'André Trigano. Il ne s'est pas contenté de faire des chaises. Le chaisier,
que je connaissais, qui était plus souvent au café qu'à l'atelier, avait un mal fou à vendre ses chaises. Il lui a dit, moi je vais les vendre. Il est parti avec une chaise à Toulouse, il est allé voir tous les gens qui faisaient des brocantes ou autres, il leur a proposé des chaises. Il a vendu des chaises, bon, et puis il en a vendu beaucoup. Il avait déjà une âme entrepreneuriale. Exactement. Donc on pourrait dire que c'est le début de son parcours entrepreneurial. Mais bien sûr. Et par la suite, comment s'est déroulé justement son parcours? Son parcours, alors là, bon, son parcours. La tâche à André Trigano est importante, c'est qu'il a connu une jeune mazérienne, il en parle dans son livre, et à la Libération, ils sont mariés. Il a eu un fils avec Gabi. D'accord. Il en a eu un autre, mais pas avec Gabi. D'accord, mais ok. beaucoup plus tard. On l'a su plus tard peut-être aussi. Oui, bien sûr. Oui. Donc après la Libération, la famille remonte à Paris. La famille remonte à Paris, reprend son usine de bâche. Oui. Mais c'est là que les Trigano, la plus belle qualité d'André Trigano, c'est la prospective. C'est-à-dire qu'il n'agit pas en fonction de ce qui se passe, il agit en fonction de ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans. Et dans les maris, et moi, il m'a appris ça. Il me l'a appris. Et je m'en sers actuellement à fond la caisse. Voilà. Mais lui et son frère, Gilbert et lui, se sont dit, les Français là viennent de passer des temps sévères, bloqués chez eux, c'est la libération, c'est l'été, ils vont vouloir partir à la mer, ils vont pas partir en vacances. Ils ont acheté les stocks américains de toiles de tente militaires. Ils ont fait par Mazères, ils ont foutu un tampon Trigano. Et ils ont commencé à faire des cannes de toile au bord de la mer Méditerranée, Bayonne, Narbonne, Carcassonne, dans Buisson, enfin, ouais. dans tout ce secteur-là. Et mon frère y a travaillé dans ses premiers... Ça a été les prémices des Club Med et des tentes Trigano. C'était les prémices du Club Med. Comment s'est fait le Club Med? Et donc ils s'en sont servis, ils l'ont mis ça en bord de mer, ils ont créé des camps. Ils ont créé les premiers camps de vacances. Voilà. C'était pas encore le Club Med. Comment est venu le Club Med? Il y avait une autre famille juive qui avait fondé, je ne sais pas si c'est au bord de la mer, qui avait fondé un club de plongée sous-marine. D'où le Trident. D'où le Trident. Ça vient des origines de ce club de plongée sous-marine qui était tenu par un autre juif qui n'était pas de la famille Trigano. Mais ils étaient amis. Non, ils n'étaient pas amis. Ils étaient clients. Sauf que l'autre, avec son club, là, il avait fait mauvaises affaires, il n'avait pas pu lui payer les bâches ou les tentes qu'il leur avait fournies. Et donc Gilbert et André ont dit, c'est pas grave, c'est pas compliqué, tu viens avec nous et on forme le Club Med à 3. Et le cycle, ça sera bien sûr le Trident des origines du club méditerranéen. Parce qu'ils étaient 3. Non, pas parce qu'ils étaient 3. Par rapport au club de plongée. Le Trident, c'est un club de plongée sous-marine où ils pêchaient aussi. Hein. Ah, d'accord. Ce Trident, c'est le truc à 3 dents qu'on... Ah, pour aller choper le poisson. Voilà. Donc ça vient de là, les origines du Trident du Club Med. Ça vient de là. D'accord. C'est pas parce qu'ils étaient 3. Ah, je ne sais pas. Non, ça vient deux origines du club, qui était un club de plongée où... Ouais. Maintenant, le club de plongée, on regarde les poissons. À l'époque, on le pêchait. On le pêchait avec des fourchettes, ça s'appelait. Mais les fourchettes, c'est des tridents. Voilà. C'est la même famille. Et donc de là est né le premier le Club Med. Et après, donc, ils se sont développés. Alors, André Trigano avait quand même des activités très fortes dans le Club Med. Il avait des actions, forcément un tiers des actions au départ. Il était chargé de la communication du Club Med. D'accord. Il était payé pour ça aussi. On connaît tous les tentes Trigano. J'imagine que ça en découle. Oui. Et après, il a commercialisé ces tentes. Il a commercialisé ces tentes, mais il a fait tout ce qui concerne le camping. Il a eu une époque, et c'est cette époque-là, lorsqu'il a pris la mairie de Mazères, il a perdu son affaire. Il s'est fait débarquer par la banque pendant qu'il était un truc. Quand il est revenu, la banque avait réuni au conseil d'administration, il l'avait dégagé. Ils l'ont dégagé. Et donc de là est né le premier Club Med. La banque avait réuni au conseil d'administration, il l'avait dégagé. Et donc
et ils lui ont repris, y compris le nom. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le droit de repartir sous le nom de... Donc c'était un coup dur pour lui. Ça a été un coup très dur. Moi, je l'ai vécu à côté de lui, mais à ce moment-là, c'est là qu'il est très fort. Disons, le bloc qui faisait l'entreprise, là, c'est-à-dire les 10 personnes, les secrétaires généraux, les trucs, les chefs de production, etc., ils sont retrouvés une douzaine et ils lui ont dit on repart ensemble. Sur un autre concept. On crée autre chose. Et ils ont créé autre chose à Mazères. Quand vous dites qu'il a perdu donc son affaire, c'est en quelle année? Et cette année repère, c'est 1971. 1971. Mazères se mourait parce qu'on était loin. Saverdun on était en compétition avec Saverdun. Saverdun avait eu le train. On le voulait, on ne l'a pas eu. Saverdun avait la nationale 20 à l'époque. Donc tout était florissant pour Saverdun. Et Mazères était un bourg qui avait connu ses heures de gloire lorsque l'agriculture était souveraine, hein, bon d'accord, mais qui était en train de péricliter, de mourir. On était tombé à 2000 habitants. Mazères, c'est une bastide du XIIIe siècle, et à la construction de la bastide en 1253, par les comtes de Foix et les abbés de l'abbaye de Boulbonne, déjà il y avait presque 2000 habitants. C'était une ville nouvelle du Moyen-Âge. À cette époque, belle ville très... C'était la résidence préférée de Gaston Phébus, et donc elle avait un passé fabuleux. Gaston Phébus y a reçu le roi de France à Mazères. Gaston Phébus y a stocké ses prisonniers après la bataille de Lonac. Enfin, il a vécu plus souvent à Mazères qu'à Foix. Gaston Phébus, il ne faut pas le dire aux Fuxins, ça lui a fait de la peine, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais des fois, il faut s'en rappeler de l'histoire. Mais c'était une belle ville qui se mourait, quoi, hein, qui avait beaucoup souffert pendant les guerres de religion, entre protestants et catholiques. Et il y a des restes encore. Hein. 71 est une date importante pour Mazères. 71 est une date importante parce qu'il y a 2 personnes de Mazères que je respecte beaucoup, qui ont dit on ne peut pas laisser mourir la ville comme ça. C'était M. Verger, qui était le directeur des écoles publiques de Mazères. Et il y avait M. Dardier. M. Dardier, c'était un chaisier dont on a parlé. Il faisait les chaises, et c'était le patron de la résistance pendant la guerre, des parachutages, etc. À 71, ces 2 hommes ont dit, pour sauver Mazères, il faut aller chercher André Trigano, qui déjà était dans la réussite économique que je viens de vous dire. Sur Paris. Sur Paris. Le club était lancé à fond de train, il avait une réussite fabuleuse. Donc on avait besoin d'un entrepreneur. Ils ont dit, il faut aller chercher Trigano, ça va être le sauveur de Mazères. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés le chercher. Il a dit oui, il était marié avec une Mazérienne. Bon, il venait très souvent. Oui, mais il ne vivait pas à Mazères. Il non, il ne vivait pas du tout. Il n'était pas investi dans l'économie mazérienne. Ils sont allés le chercher. Il a dit bon, pourquoi pas. Et il s'est lancé dans la politique comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment, en fait, M. Trigano s'est lancé dans la politique un peu par opportunité. C'est pour rendre, alors il le dit, Mazères m'a caché, m'a permis de survivre, je dois tout à Mazères, donc c'est OK. Et c'est comme ça qu'il est devenu maire de Mazères. C'est quoi les changements majeurs, les choses qu'il a mis en place? Ce qui a apporté, lui, il a dit, bon, moi je crée une zone, je mets une usine de fabrication de bâches à Mazères, ça a été la première installation. Du coup, les chaisiers ont suivi, et puis il a fait venir des gens à lui qui ont commencé à faire des activités diverses et variées. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Et cette zone, c'est toujours la zone de Gare-Autou. C'est la zone symbole qu'a créée André Trigano. Il y a 4 zones à Mazères, il y en a 2 qu'il a créées, et j'ai créé les 2 autres. Voilà. Quel héritage M. Trigano a laissé à Mazères? Il nous laisse un héritage, c'est lui qui a relancé le renouveau de Mazères. Bon. Après, on a poursuivi. Il n'a pas réussi à Pamiers comme il a réussi à Mazères. Sa réussite à Trigano. Mazères, c'était. Même quand il était à Pamiers, il disait toujours ma ville au cœur, c'est Mazères.
Est-ce que vous avez des anecdotes ou des moments de vie un peu marquantes de ces mandats en tant que maire à Mazères? Au départ, on a accueilli l'usine Ruggieri. Les Ruggieri, c'est des Italiens qui étaient des artificiers au Moyen-Âge ou un peu plus tard. Et donc, ils cherchaient un endroit pour installer une nouvelle usine. Et André Trigano, on voit la puissance de ce qu'il représentait à l'époque, a insisté, et c'est lui qui a fait venir Ruggieri à Mazères. Ça a été le premier coup de génie, où ils ont créé 70 ou 80 emplois au départ. Bon, maintenant ils sont 400. Vous partiez en vacances des fois, avec André Trigano? Toujours. Toujours? Avec ma femme, on a fait, je ne sais pas le nombre de clubs maîtres qu'on a fait. Bon, je peux vous parler. On est allé en Israël, on s'est trouvé dans un avion où il y avait une bombe, on a atterri sur un camp militaire avec lui. On a eu des expériences extraordinaires. Je suis parti des îles grecques avec un bateau à 6 ou 7, et un équipage. Parce que M. Trigano était fortuné, il avait une fortune. Ils ont une très grosse fortune. Bon, là, ils l'ont partagé. Ah, ici, ils ont tout vendu maintenant. Ouais. Et quand vous partiez en vacances avec lui, quand il était au top de sa fortune et de sa forme physique, il était quel genre d'homme? Il était plutôt flambeur, extravagant, non, généreux? Généreux, oui. Il était très... Il cherchait à faire plaisir. C'est un garçon qui a cherché à faire plaisir. Je me souviens, on est partis à tous les quatre, lui et sa femme, moi et ma femme, à Vienne, là... On a passé un séjour magnifique, quoi. Bon, l'opéra, je me souviens. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été proche d'André Trigano jusqu'à la fin? Oui, moi j'ai été proche d'André Trigano jusqu'à la fin. Je l'ai eu au téléphone même pas, peut-être 2 ou 3 jours avant qu'il meure. Il avait une voix, très petite voix. Bon, il est mort dans la nuit. Ils l'ont ramené à Mazères, il est mort dans la nuit 2 jours après. Donc moi, j'ai toujours été très proche d'André Trigano. Bon, après, je suis resté, moi, 18 ans son adjoint. Après, les Apaméens sont venus taper à sa porte pour essayer de faire ce qu'il avait fait à Mazères, le faire à Pamiers. Quel souvenir vous garderez de M. Trigano, pour finir? Moi, je dis, André Trigano, il a sauvé Mazères, ça c'est sûr. Les Mazériens ont sauvé André Trigano, et André Trigano a sauvé Mazères, mais pas à coups de fusil, il a sauvé Mazères économiquement parlant. Par la puissance qu'il a mis à faire remonter, parce que lorsque vous prenez une commune qui est en train de se casser la gueule, pour faire remonter la machine, c'est très difficile. C'est très difficile. Si vous n'avez pas un moteur excessivement puissant comme l'était celui d'André Trigano. Aujourd'hui, André Trigano vous a laissé ceci. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est? Ah ben c'est sa vie. C'est vraiment sa vie. Et il est très bien fait. Et j'en parlais avec le préfet de l'Ariège, ça se lit, je pense que vous avez le même, donc vous avez dû le faire. C'est incroyable. Ça se lit facilement. C'est fascinant. On boit les paroles. C'est fascinant, voilà. C'est sa vie. Il vous l'a dédicacé? Oui, je vous dis ce qu'il a mis. André Trigano, oui, à mon ami Louis Marette, avec qui nous avons partagé un demi-siècle d'amitié et de réalisation. J'ai eu la chance d'avoir un successeur remarquable à qui je porte une réelle et sincère affection. Un ami, point d'interrogation, mieux, un exemple de loyauté et de fidélité. Ben, ça vous dit à quoi vous pensiez. Merci Louis et Monique, André, le 21-10, je sais plus, je vois pas le 21... 10, je ne saurais pas vous dire. Bon, je ne saurais pas vous dire. C'est il y a 2 ans. Hein, ouais. Voilà. Et je le garde précieusement parce que, bon... Bien sûr. Moi, il m'a appris... Moi, j'étais ingénieur à la SNCF, mais il m'a appris à gérer une commune.
Et il disait souvent, le maître a dépassé, l'élève a dépassé le maître. Parce qu'à Pamiers, il n'a pas réussi comme il aurait souhaité réussir. Et puis, la fin à Pamiers a été très triste, quoi. Et moi, j'étais en position compliquée, parce que celui qui l'a remplacé, c'était mon gendre aussi. Voilà, bon, bref. Merci, Louis Marette. On va parler de sa vie, de la vie d'André Trigano à Pamiers, mais on va en parler avec Véronique Ponce. Oui, voilà. Tout à fait. Parce que Véronique, ça m'a gêné à l'époque, parce que je voulais bien la garder. Et bon, elle a fait le choix de partir. De partir à Pamiers, aux côtés d'André Trigano. Aux côtés d'André Trigano. Elle vous dira si ce choix était judicieux. Merci, C'est Louis pas à Marette. moi de vous le dire. On se retrouve avec Véronique Ponce. Bonjour Véronique. Bonjour Léo. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Pas trop stressé de l'exercice? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire la tâche que vous avez eue avec Monsieur Trigano? Alors, elle remonte quand même assez loin. En 1971, lors de sa première élection, c'est moi qui lui ai offert, petite fille, son premier bouquet de la victoire. Alors, il aimait le raconter, parce que c'était drôle, j'étais mazérienne. Et bien des années après, quand j'ai eu fini mes études, il m'a demandé si je voulais venir travailler avec lui à la mairie de Mazères. Donc en 1984, je suis rentrée, comme on appelait ça à l'époque, secrétaire de mairie. Maintenant on dit DGS. Et j'ai travaillé avec lui pendant 11 ans à Mazères. D'accord. Voilà. Et après, en 1995, quand il a été élu à Pamiers, je l'ai suivi. Il m'a demandé de le suivre et je l'ai suivi. Quelles ont été les motivations de Monsieur Trigano de partir de Mazères pour aller donc à Pamiers? Alors, je pense d'abord qu'il était tranquille. Il avait rempli ses objectifs à Mazères. Il avait rempli tout ce qu'il avait promis, il l'avait fait. Il savait qu'il laissait Mazères dans de très bonnes mains. Louis Marette était un premier adjoint exceptionnel et il est devenu un maire exceptionnel. Il avait même plaisir à dire l'élève a dépassé le maître. C'est ce que nous a dit Monsieur Marette. Voilà. Oui. Ensuite, il était député de l'Ariège à cette époque-là, puisqu'il avait été élu en 1993 député de l'Ariège. Et donc c'est vrai que pour un député, briguer un mandat dans la ville la plus importante du département, ça peut donner envie. Voilà. Il avait eu un très bon score électoral à la députation sur Pamiers, donc ça pouvait laisser penser que... Il y avait des chances en tant que maire. Voilà. Et ensuite, il y a eu aussi un noyau d'amis apaméens de plusieurs horizons qui est venu, qui l'a rencontré et ils lui ont demandé de venir à Pamiers, que Pamiers avait besoin d'être relancé, de repartir et que ce qu'il avait fait à Mazères, il pouvait le faire ailleurs. Ils ont insisté, ils sont revenus plusieurs fois et puis les choses se sont faites naturellement en fait. Mazères était lancé, Mazères était dans de très bonnes mains, il était député, il était presque sûr d'être élu, c'est parti. C'est parti pour Pamiers. Ouais. Quelle vision de Pamiers il avait quand il a pris son mandat? Pamiers avait besoin d'être... la population était pas au top, il n'y avait pas trop d'entreprises, le commerce commençait un petit peu à péricliter parce que c'était l'époque où les grandes surfaces commençaient à s'installer. Le commissariat était menacé de fermeture, enfin c'était pas une époque flamboyante, c'était... Ouais. Comment décririez-vous son style de gouvernance à Pamiers? Est-ce que vous avez ressenti une évolution ou un changement entre celle de Mazères et de Pamiers? Alors je ne dirais pas vraiment, parce qu'en fait, il avait une vision de chef d'entreprise, il savait où il voulait aller, il avait quelques points forts, il déroulait sa ligne de conduite et il s'entourait d'avis, mais il décidait seul. Mais il aimait les gens, donc il n'était pas du tout sectaire, donc on pouvait lui faire part de remarques, etc. Et parfois, ça allait dans le bon sens. Il était un homme pragmatique, de bon sens, donc quand ça allait dans le bon sens, c'était toujours... Il savait où il allait. Oui. Il était droit dans ses baskets, il savait où il allait. Tout à fait. Quels ont été les projets les plus ambitieux qu'il a pu mettre en place sur Pamiers?
Alors, il y a ambitieux et puis il y a ceux qui lui tenaient à cœur. Alors, les projets ambitieux, moi je dirais que c'est surtout en matière de développement économique. Il a créé Gabriela, la grande zone d'activité qui est à la sortie de l'autoroute. Il a créé le village auto. Il a rassemblé toutes ces marques automobiles sur un même site. Et je pense vraiment que s'il n'avait pas été le lanceur, à l'initiative de ces projets, Pamiers ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est mon sentiment. Vous pensez qu'il a aussi gagné son challenge? Ah oui, avec Pamiers? complètement. Ça, je le sais, les chiffres le prouvent. Pamiers est le poumon économique de l'Ariège. Pamiers a été cité en exemple pendant des décennies, bien sûr. Oui. Monsieur Trigano est resté maire de Pamiers de nombreuses années, presque jusqu'à la fin. Alors oui, jusqu'en 2020. C'est ça. 2020. Donc il est mort 4 ans après, le 6 mai 2024. Ouais. Qu'est-ce qui a fait sa longévité? Alors là, sa longévité, c'est la passion. C'était un homme passionné. Il avait Pamiers au cœur, comme il a eu Mazères au cœur. Il disait toujours, quand on aime, on ne compte pas. Il ne comptait pas ses heures, c'était un bourreau de travail. Et puis, je répète, il aimait les gens. Et je pense que les gens le lui rendaient. Voilà. Quand je dis que c'était un bourreau de travail, il pouvait même y travailler, y compris les week-ends, sauf les week-ends de course automobile. Alors là, il ne fallait pas, il y avait une retransmission de course à la télé, il ne fallait pas venir le déranger, lui ne dérangeait pas. Mais il prenait très peu de vacances et il disait toujours, quand on a la passion, on se lève le matin, on est heureux, on fait. Et c'est d'ailleurs le message qu'il voulait faire passer aux jeunes, de leur dire, soyez passionnés, vous verrez, ça marche. Vous parliez de passion justement. Monsieur Trigano avait de nombreuses passions. Alors, ses passions, elles sont connues, c'était l'automobile. L'automobile, il a passé de nombreuses années, alors je ne sais pas quand est-ce que remonte son premier achat, il me l'a dit, mais je ne m'en souviens plus, à collectionner des voitures anciennes, à les faire restaurer par son talentueux chauffeur et assistant et homme de confiance qui était Sioux. Et alors il adorait ce qu'on appelle les sorties de grange, c'est-à-dire récupérer des voitures dans l'état où elles avaient été laissées, sans aucune modification, c'était des fois des carcasses rouillées. Et là, il adorait pouvoir tout remettre en l'état, il commandait des pièces à l'étranger, il refaisait faire par des artisans. Enfin, c'était un travail de fourmi parce qu'il fallait rassembler plein de choses, il refaisait tout à l'identique. C'était vraiment des petits bijoux qui sortaient à la fin, vraiment. Et il avait une collection extraordinaire. Sa collection, il a vendu? Oui. Elle était estimée à combien? Je ne sais plus. Franchement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Plusieurs centaines de milliers d'euros? Oui, 2 millions même. Ouais. 2 millions même? Oui. Au-delà de ses fonctions, vous étiez très proche de M. Trigano. Oui. Comment était-il dans l'intimité? Je dirais qu'il était chaleureux, généreux et drôle. Il était drôle? Oui, il était drôle. Il était drôle. Il avait beaucoup d'anecdotes sur sa vie. Il avait des talents de conteur incontestés. Et il avait énormément d'anecdotes. C'était toujours très drôle. Il avait un sens de la répartie que personnellement j'aimerais avoir. Et il trouvait toujours le petit truc qui fait que ça détendait l'atmosphère et que ça mettait à l'aise les gens. Et puis comme il aimait les autres, il était très facilitateur à ce niveau-là. Oui. Pareil, M. Marette disait que M. Trigano était très généreux. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, complètement. Il était généreux, ouais. Généreux. Il donnait beaucoup? Il donnait de sa personne, bien sûr, mais il donnait aussi, il donnait à plein d'œuvres caritatives, il donnait à des associations, c'était table ouverte chez lui, il invitait au restaurant, même dans le cadre de ses fonctions municipales, il n'a jamais pris un denier sur la mairie pour payer un restaurant. C'était lui qui offrait, quand il recevait des personnes, des personnalités. Il avait toujours des attentions, toujours des cadeaux, un petit bouquet de fleurs, un parfum. Enfin, vraiment, il était très, très généreux. On voit au travers de son parcours un homme fort, qui sait où il va. Oui. Mais est-ce que c'est un homme qui pouvait douter, malgré tout?
la question est un peu délicate, mais bon, chacun de nous doute, c'est quand même la nature humaine. Mais je dirais que c'est pas ce qui le caractérisait vraiment, le doute, parce que comme je vous disais, il avait un fil conducteur, il avait des points forts, il savait où il allait, il déroulait son activité en fonction de ses points forts. Après, à son dernier mandat, donc il n'a pas été reconduit en 2020, donc le mandat avant 2020, lui ne doutait pas de lui. Il savait qu'il avait tout son intellect, parce qu'il avait des capacités intellectuelles énormes. Il savait qu'il avait tout son intellect. Il disait « j'irai pas courir le marathon », mais de toute façon il ne l'avait jamais couru. Et son âge lui pesait. Alors, il ne lui pesait pas forcément à lui, parce qu'il savait qu'il pouvait faire encore et qu'il avait encore la passion de faire. Le regard des autres. Le regard des autres le meurtrissait à ce niveau-là. Ouais. Et ça, c'était une blessure, parce que, à la limite, dans la mesure où il savait qu'il pouvait faire, il ne comprenait pas comment on pouvait remettre en cause ses capacités liées à son âge. Et là, le doute, oui, a pu s'immiscer à ce moment-là. Après son dernier mandat, donc quand il n'est plus maire, que faisait-il? Est-ce qu'il tenait encore la forme? Ah oui. Ouais. Oui, il a tenu la forme pratiquement jusqu'au bout. Hein. Il a décliné les 3 derniers mois de sa vie. Comment il s'occupait? Alors il s'occupait, d'abord il regardait toute l'actualité à la télé, les chaînes parlementaires, il connaissait tout par cœur. Il avait ses voitures, qui l'occupaient beaucoup, parce qu'il continuait à en acheter, à en restaurer. Il avait des amis, beaucoup d'amis qui venaient le voir, et on refaisait le monde, et puis il nous expliquait sa vision de Pamiers, de la politique ariégeoise, de la politique nationale, et c'était toujours des leçons que moi vraiment je retiens, parce qu'il avait vraiment un talent de visionnaire. Ouais. Quelle a été pour lui la chose dont il est le plus fier? La cantine bio. La cantine bio à Pamiers? Ouais. Parce que je pense qu'il avait, c'est pas que je pense, je suis sûre qu'il avait souffert dans son enfance de conditions difficiles. Il n'avait pas eu une enfance très heureuse, il avait heureusement une capacité de résilience énorme, et il voulait donner aux enfants des choses agréables. Des écoles agréables, à la région, il a créé le premier départ en vacances pour les enfants. Les enfants, c'était vraiment sa préoccupation première. C'était vraiment une grande fierté pour lui. Une fierté pour lui. Ouais. Vous pensez qu'il a déjà eu des regrets, ou qu'il a un regret en particulier? Je pense peut-être qu'il a regretté à un moment donné la dernière élection, s'être présenté une dernière fois. Voilà. Ça a été un échec? Il a vécu comme un échec, vous pensez? Comme une injustice. Une injustice? Et lui, il se sentait légitime de pouvoir continuer. Oui. Pour finir, qu'est-ce que personnellement vous retiendrez, vous, de M. Trigano? Alors personnellement, moi, il m'a appris beaucoup de choses. Il avait une grande sagesse, bon, peut-être due à son âge, mais il avait une grande sagesse. Un regard sur les choses particulières, un regard sur les gens particuliers, cette grande tolérance qu'il avait, elle était très formatrice, je trouve. Cette empathie naturelle. Oui, c'était une personnalité hors du commun. Et une dernière question, quel héritage aura-t-il laissé aux Ariégeois? Aux Ariégeois. Alors, il a quand même contribué à notre autoroute qui dessert Toulouse-Pamiers. Donc ça, c'est quand même un point structurant du territoire. Il a créé de l'emploi, même si on dit que ce n'est pas lui qui a créé de l'emploi, je suis désolée. Il avait des contacts, il a fait venir des chefs d'entreprise, il leur a facilité l'installation, il avait des contacts au plus haut niveau de l'État, il a facilité, il avait des contacts avec les banquiers, il a aussi la facilité. Donc je pense que vraiment, on dirait c'est Monsieur Emploi, il serait fier de cette dénomination. Merci Véronique. Merci Léo.
Merci à vous d'avoir suivi cet avant-dernier épisode de Personnalité ariégeoise. C'est aujourd'hui donc la 23e vidéo que l'on produit, que l'on sort semaine prochaine. Restez connectés. Vous découvrirez donc la dernière personnalité qui va clôturer ce projet des 24 personnalités ariégeoises.